Fut une époque où on ne pouvait voir du cinéma qu'au cinéma. Puis la télévision est apparue, et le cinéma est tout d'un coup devenu accessible à tous, mais toujours réservé aux salles obscures malgré tout. Et personnellement, j'ai toujours adoré voir un film dans une grande salle avec un tas d'inconnus. Enfin, quand les inconnus en question décident de la fermer pendant le film, bien évidemment. Voir un film au cinéma, c'est le vivre à fond. C'est ressentir l'immersion, et aujourd'hui de plus en plus avec des technologies comme l'IMAX, la 3D ou encore la 4DX. Des technologies que j'utilise rarement mais que j'affectionne tout particulièrement car elles font évoluer le cinéma et dans le bon sens. Maintenant, si ces technologies existent, c'est pour nous inciter à sortir de chez nous, à venir voir des films en salle. Parce que aujourd'hui on peut se permettre de rester sur notre canapé tout en ayant accès à un gigantesque catalogue de films. Les plateformes de streaming ont à la fois toutes les qualités et tous les défauts du monde. Elles vont d'un côté permettre de faire découvrir du cinéma au plus grand nombre, mais en même temps, elles vont rendre anodine une œuvre qui va simplement se noyer au milieu de millions d'autres contenus, n'ayant plus le droit à sa matérialisation physique et ne bénéficiant plus d'un réel engouement. Là où une œuvre comme Avengers 4 par exemple, qui va créer une vraie attente autour de son film qui est prévu pour une sortie limitée au cinéma, un film comme Cloverfield Paradox va être disponible seulement 1 heure après la diffusion de son trailer. Et ce plaisir tant attendu, mérité, rêvé, pensé, n'existe plus. Donc oui, vous l'aurez compris, je préfère les salles de cinéma. Mais je salue l'existence de plateformes comme Netflix qui permet à certains cinéastes de s'exprimer et d'exister. Netflix sait parfois nous proposer de très bons films, tout comme Amazon Prime ou YouTube Premium. Et il va falloir dans les années à venir compter de plus en plus sur ces plateformes qui ne sont pas pour l'instant prêtes à éclipser les salles obscures, mais qui au contraire sont de bons compléments pour les cinéphiles aguerris. Je vais donc dans cette vidéo traiter 3 films. 3 films qui ont été conçus pour être vus sous 3 formats différents, afin de démontrer ou non que la méthode de diffusion d'une œuvre ne reflète pas forcément sa qualité. Du coup c'est parti, commençons par le premier film. Dans cette ville, on récolte ce qu'on sème. Espérons-le. Les Veuves est un film de Steve McQueen, connu notamment pour avoir réalisé 12 Years a Slave, et qui nous raconte l'histoire de 4 femmes qui n'ont rien en commun, sauf d'avoir perdu leur mari dans le même braquage. Elles vont donc devoir à leur tour tenter un braquage pour, entre guillemets, finir le boulot des messieurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film est soigné, très bien écrit et bien réalisé. Il faut savoir que ce film est l'adaptation d'une série télé qui porte le même nom, et dont McQueen était un très grand fan adolescent. C'est donc fait avec cœur et ça se sent. Le casting est très bon, je pense notamment à Viola Davis fidèle à elle-même, Michelle Rodriguez à contre-emploi mais très efficace, Colin Farrell toujours aussi charismatique, et Daniel Kaluuya qui nous prouve encore une fois ici qu'il est bourré de talent, interprétant un gangster froid, violent et terrifiant. Ce film est un thriller tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui se veut redoutablement efficace. Les personnages sont travaillés avec finesse, le portrait de ces 4 femmes réussit à être à la fois rapide et complet, notamment à travers la scène d'introduction. Ici on n'est pas dans du girl power hollywoodien classique. Ces femmes ont souffert, elles sont de vraies combattantes et font preuve d'un réel courage. Bref, l'écriture des personnages est une réelle réussite, et le vrai point fort de ce film. McQueen fait preuve d'une réelle maîtrise, et je sais que ça a l'air anodin de dire ça comme ça, mais c'est pourtant tellement plaisant de suivre un film qui n'est pas une simple commande de studio, qui part d'une réelle envie, d'une réelle démarche artistique, et qui est surtout fait par une personne qui, en plus de savoir tenir une caméra, comprend et utilise les codes du cinéma avec beaucoup d'ingéniosité. C'est comme ça qu'on différencie l'auteur du faiseur. Le film se veut féministe dans le bon sens du terme bien sûr, et prouve qu'on peut mettre la femme en avant sans forcément déterrer de vieilles licences pour faire du profit. J'ai aimé ce film car il est très élégant et d'une sobriété bienvenue. Mais là où le bas blesse en revanche, c'est au niveau du rythme, qui reste trop irrégulier et qui va nous sortir du récit parfois. On a tendance à faire face à des situations invraisemblables et incohérentes, et c'est ce qui empêche ce film d'être vraiment mémorable. En effet, certains ressorts scénaristiques ou autres twists tirés par les cheveux ne m'ont parfois pas convaincu. C'est également dommage que John Bernthal et Robert Duvall ne fassent office ici que de simples figurations. Mais Steve McQueen a malgré tout ça fait un film réussi. Il sait mettre en place une ambiance et on ne peut pas lui enlever ça. Il va dans sa mise en scène chercher les meilleures références, de Ocean's 11 en passant par Heat, il traite son sujet avec pertinence. Les Veuves est donc loin d'être un simple caper movie. Il va se calquer au code du genre, mais tout en creusant plus en profondeur, allant chercher ce qu'il y a de plus humain chez ses personnages. Vous l'aurez compris, j'ai aimé Les Veuves, mais je lui reproche son manque d'ampleur. Le film reste peut-être parfois trop lisse, malgré le savoir-faire indéniable du réalisateur. Mais ça reste bien évidemment un film que je vous conseille. Ah, la télévision. Notre belle télévision française. J'ai personnellement une télévision, même si ce n'est pas le secret du siècle, hein. Et elle ne me sert qu'à très peu de choses. Regarder le catch, jouer à la PlayStation et glander sur Netflix. Et le 7 décembre, Netflix justement, nous a proposé un film prometteur. Hey Mowgli!
Mowgli était à la base prévu pour le cinéma. Mais le succès du livre de la jungle version live action de chez Disney fut tel que le film n'avait plus trop de raison d'être pour la Warner. Vendu à Netflix en juillet, le film a finalement pu voir le jour. Malheureusement, il souffre de la comparaison avec son prédécesseur, logique. Parce que oui, il y a quand même de quoi comparer, tant les deux films prennent des directions opposées. Andy Serkis a la volonté ici de s'approprier pleinement le roman de Rudyard Kipling, et nous propose une adaptation plus réaliste et fidèle, contrairement à la version Disney de Favreau qui se veut plus joviale. Ici, on va suivre avec beaucoup de savoir-faire et de pertinence le petit Dom, ses doutes et ses questionnements sur sa véritable nature. On va faire face à des scènes poignantes, souvent très fortes en intensité et parfois même choquantes. Le film transmet son message et ses valeurs avec beaucoup de maturité. L'histoire est sombre et plus réaliste. Mais ce qui n'est pas réaliste malheureusement, c'est l'animation, ce qui est paradoxal car il paraît évident que c'est un parti pris de Serkis qui a voulu ici fusionner les traits de ses acteurs à son animation. Et quoi de plus normal quand on a la chance de pouvoir se payer un tel casting? C'est quelque chose de dommage mais qui ne m'a pas dérangé sur le long terme. Même si j'aurais préféré une motion capture à la planète des singes qui se veut ultra réaliste et du coup très immersive. Le film souffre aussi d'une rapidité trop présente dans le récit. L'histoire s'enchaîne trop vite et cette précipitation empêche parfois l'émotion de s'installer. Ce qui fait que j'ai tout autant aimé la version de 2016 que cette version made in Netflix, même si je trouve cette dernière un poil au-dessus. Mowgli, la légende de la jungle, a énormément de personnalité, et la justification de son existence réside dans son récit, qui se veut bien différent des deux précédents films Disney, à la fois plus humain, plus réaliste et plus sombre. Et c'est là que Netflix a son importance, car il va en effet nous proposer un cinéma qu'on ne voit plus ou très peu dans les salles aujourd'hui. J'aime voir Netflix comme le laboratoire du cinéma, celui qui n'a pas peur de tenter des choses, et qui du coup nous permet une plus grande diversité à travers nos choix. Une plus grande diversité proposée également sur d'autres plateformes et dans d'autres formats. That's why I watch rap battles. He brought his entire family. Soyons clairs tout de suite, je suis contre YouTube Premium. Je ne suis pas contre le principe du streaming bien entendu, mais je suis contre qu'il s'applique à cette plateforme. Je pense que sur le long terme, ça signera la fin de YouTube tel qu'on le connaît aujourd'hui. Même si avec ses stories et ses autres mises à jour débiles, la fin de YouTube est déjà amorcée malheureusement. Mais force est de constater qu'avec l'acquisition de films comme Bodied, YouTube fait très fort. Parce que bon Dieu, ce film est putain de très fort. Bodied n'est pas un film qui se regarde au cinéma ou à la télévision, ou même sur un ordinateur, non. Bodied se regarde sur un téléphone portable. Du moins c'est ce que nous conseille Joseph Kahn, le réalisateur, à travers un de ses tweets. Joseph Kahn, réalisateur de Torque quand même, le Fast and Furious des motos. Ça fait 2 ans que j'essaie de caler ce film dans une de mes vidéos, du coup je suis content. Bon, il réalise aussi un film qui s'appelle Détention et un court-métrage que je vous conseille absolument, Power Rangers. Mais revenons à Bodied, et j'espère vraiment que ça se prononce comme ça parce que je vais avoir l'air con pendant 10 minutes. On ne sait pas trop comment considérer ce film, qui se veut être une sorte de suite indirecte et parodique de 8 Miles, mais pas tellement car il traite le sujet de la battle rap d'une autre manière, en étant une énorme satire sur les différentes origines ethniques et les classes sociales. Enfin bref, ce film est un oignon et il y a énormément de sous-couches à découvrir. Je doute les avoir toutes comprises, mais je vais essayer de vous donner mon ressenti sur le film et de quelle manière je l'ai perçu. Déjà techniquement c'est assez dingue, le film est hyper créatif dans ses effets, dans son montage, visuellement c'est moderne et c'est complètement ancré dans notre époque. Et pour peu, car le film veut parler à toute une génération, surtout à travers son message. Le film bouscule tous les discours que peut se faire la société aujourd'hui. Il pose plusieurs problématiques simples. Quelles sont les limites de la liberté d'expression? Puis-je exister aujourd'hui sans forcément faire du mal à mon prochain? Qu'est-ce qui définit le véritable racisme? Quelle importance dois-je accorder aux mots? Et bien d'autres questionnements encore. Adam, le personnage principal, un blanc venant d'une classe aisée, se voit devenir un des tout meilleurs rappeurs de rue. Et va se lier d'amitié avec un groupe de rappeuses et rappeurs tous complètement différents, de toutes les races et de tous les genres. Le problème ici, c'est qu'au lieu d'apprendre de ces nombreuses différences qui l'entourent, Adam va s'en servir contre eux pour gravir les échelons du rap game. Il sera prêt à tout détruire sur son passage pour être au sommet. Et c'est assez intéressant de voir comment la notion de respect est ironisée dans le film. Chaque salutation entre rappeurs est suivie d'un respect. Et pour gagner le droit d'entendre ces mots, Adam va devoir oublier toute notion de respect. Et c'est là qu'on est amené à se questionner sur la liberté d'expression et sur l'utilisation de certains mots. D'ailleurs, Poulvord le dit très bien. Et en plus, ça a des conséquences, les mots. Les gens ne donnent plus d'importance aux mots, alors que c'est tellement fondamental de se dire c'est pas un mot pour un autre. Alors que dans la vie, tu dois faire attention, tu dis pas n'importe quoi, sauf si tu es dans une circonstance où tu dis oh, je veux dire n'importe quoi. Dans un carnaval, par exemple, tu vois. Bon, personne t'en voudra dans une fête de carnaval d'avoir dit hé, gros lard, bouge ton cul. Enfin, tous les mots ont des conséquences, même un écrivain, mais parfois 2 ans à trouver un titre. Toi, t'es là avec ta phrase à la merde. Et tu fais du mal à plein de gens, ou tu n'en fais pas, ou tu fous le bordel, et les gens réagissent sur des non-événements, des épiphénomènes. Tu dis, tout le monde s'en fout de savoir si t'aimes bien le ballon. Mais c'est le problème, hein.
Qu'est-ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire? Dans le film, on soulève cette question à travers le mot et on se demande dans le film qui a le droit d'utiliser ce mot, et surtout dans quel contexte. Car dit par certains et dans une certaine situation, ce mot va être anodin. Mais dit par d'autres, à un autre moment, il va se révéler être une insulte raciste. Et je pense que c'est le parallèle qu'a voulu faire le film. On nous pose également cette même problématique à travers le personnage asiatique du groupe, qui essuie les insultes racistes à chaque battle, mais qui pourtant paraissent lambda et limite normales, contrairement à des insultes racistes visant d'autres communautés. Le film nous fait comprendre qu'il n'y a pas de vrai ou de faux racisme, qu'il n'y a pas de racisme toléré ou non. Il y a du racisme ou il y en a pas. Point. On va d'ailleurs assister à une battle entre un asiatique et une afro-américaine durant le film qui se veut plein d'espoir, qui va nous démontrer qu'on peut encore aujourd'hui se mettre à la place des autres et comprendre leurs problèmes, tout simplement passer outre leurs différences. Bref, Bo Didd ne peut pas vous laisser indifférent. Il est un des films les plus intenses de l'année. Il se veut être une comédie la plupart du temps, mais peut parfois vous paraître tout autre chose. Le climax vous offrira toutes les émotions possibles et imaginables. Il vous obligera surtout à vous remettre en question car aucun héros ne ressort de cette histoire. Il y aura pour certains un vainqueur, pour d'autres un perdant. Tout dépendra de votre état d'esprit. Ce sera le film le plus sous-estimé de l'année malheureusement. Et c'est pourtant un des meilleurs. Il parlera à toute une génération avec ses différentes références à la pop culture, sa créativité, sa spontanéité et surtout son message. Ce film est d'une vérité brutale, offensante, mais réelle. Et il se paye en plus le luxe d'être divertissant. Donc foncez le voir, sur YouTube Premium ou ailleurs, peu importe. Mais voyez ce film, voyez-le. Voilà. Vous avez ici 3 films complètement différents, que ce soit à travers le message qu'ils veulent véhiculer, leur distribution, leur budget, mais ces 3 films ont pourtant un point commun, l'amour du cinéma. Ces 3 films sont faits par 3 hommes qui aiment le cinéma, et qui ont injecté dans leurs films respectifs une véritable envie de bien faire et une incroyable intensité. J'ai pris ces 3 films en exemple pour vous dire que peu importe la manière dont vous regardez des films, que ce soit au cinéma, à la télévision, sur un téléphone portable, sur un ordinateur, peu importe, le plus important ça reste de consommer le cinéma avec amour. Et oui, je finirai sur cette note complètement cucu et complètement gnangnan, mais c'est comme ça. J'aime le cinéma et j'aime quand vous aimez le cinéma, donc aimez le cinéma. Et aimez aussi cette vidéo, hein. Ça marche aussi, c'est pareil. Du coup voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un format un petit peu spécial, j'espère que c'était pas trop chiant, enfin bref, on verra. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma, et à très bientôt. Ciao.